Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a très bien présenté Sébastien, donc, moi, c'est Florian. Je suis basé en Nouvelle-Calédonie. J'ai une expertise particulière donc, sur Office 35 et notamment sur les aspects collaboration, donc l'utilisation de SharePoint, Teams et OneDrive. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect spécifique de Teams qui est l'utilisation des invités et des externes dans Teams. Dans le contexte actuel, c'est des questions qu'on a beaucoup eues. Comment je peux chatter avec mon partenaire? Comment je peux chatter avec une personne qui est en dehors de ma société? L'idée sera tout simplement de repasser sur tout ce qui existe dans Teams, tout ce que l'on peut faire avec cet outil en termes de communication avec l'externe. On va commencer par définir qu'est-ce qu'un externe, qu'est-ce qu'un invité, qu'est-ce qu'un interne. Trois notions qu'on va retrouver dans Teams qui peuvent faire en sorte qu'on se perde assez rapidement au début. Donc l'idée est vraiment d'éclairer tous ces petits sujets. Donc on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce qu'un interne, qu'est-ce qu'un invité, qu'est-ce qu'un externe et même qu'est-ce qu'un anonyme? Je vais même commencer par l'anonyme. Donc on entend souvent ces notions dans Teams. Donc un anonyme, c'est quelque chose qui est assez simple. C'est un utilisateur qui va se connecter et qui n'aura pas besoin d'authentification. C'est-à-dire qu'il va accéder à un outil par le biais d'un lien et il aura accès directement à cette ressource. On avait l'habitude de faire ça avec du Dropbox ou des choses comme ça. Ce serait la même façon d'accéder à un fichier, par exemple, si je reçois un mail. Je reçois un mail, une pièce jointe dans un mail, je n'ai pas d'authentification à effectuer pour accéder à la pièce jointe. J'ai accès directement à ce fichier, peu importe de sa source. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a les principales failles de sécurité en entreprise. On va surtout aujourd'hui détailler les trois premières qui sont internes, invités et externes. Donc, quelle est la grosse différence entre ces types d'utilisateurs au sein d'un environnement Office 365? Commençons par Allô? interne. Oui, bonjour. Je vais continuer. Du coup, donc, un interne, c'est une personne qui fait partie de mon environnement Office 365. Donc, tout simplement, je vais avoir un utilisateur qui va avoir le même domaine qu'un des domaines enregistrés dans mon environnement. Je vais avoir un domaine en @contoso.com, j'ai une adresse en florianguerin@contoso.com, je suis un interne. Et donc, toutes les autres personnes... Oui, bonjour. Allô? Non, c'est bon. Donc, toutes les autres personnes sont soit des invités, soit des externes. Donc, qu'est-ce qu'un invité ou qu'est-ce qu'un externe? C'est une personne qui va avoir besoin de se connecter avec son compte. Une personne avec un compte qui ne fait pas partie de mon environnement et que je vais pouvoir utiliser dans mon environnement Office 365 pour partager du fichier, pour échanger de l'information, pour chatter ou même pour organiser des réunions à distance. Dans Teams, on va retrouver un découpage entre deux notions qui sont invité et externe. Qu'est-ce qu'un invité? Un invité, c'est une personne que je vais pouvoir inviter justement à mon environnement, mais qui va être inscrit dans mon environnement. Il va apparaître comme un utilisateur que je vais pouvoir utiliser. La seule différence avec une personne de votre environnement, c'est que cette personne n'aura pas de licence. Elle n'aura pas besoin de licence pour venir collaborer avec vous. Elle va cependant être enregistrée dans l'Azure Active Directory de votre environnement. Donc, vous allez pouvoir bien taguer ces personnes, les nommer comme il le faut, voire même leur mettre une photo pour pouvoir collaborer comme un utilisateur standard tout en gardant l'information et en gardant des données sur cette personne, qui peuvent être des données de connexion ou même des données d'accès à votre environnement. Et ensuite, on va retrouver la notion d'externe. Donc, les externes, à l'inverse des invités, ce sont des personnes qui ne vont pas être inscrites dans mon environnement, mais que je vais continuer à pouvoir utiliser. Un externe, c'est quoi? C'est un utilisateur Teams ou Skype que je vais pouvoir utiliser dans mon environnement pour les réunions ou même pour le chat. Du coup, c'est sympa, on a plein de types d'externes différents, mais ce qui va nous importer, c'est qu'est-ce que je vais en faire de ces utilisateurs, comment je peux les ajouter à mon environnement. Je vais vous présenter 2-3 slides dessus et je vous ferai une démo en live directement. Donc, tout simplement, dans les équipes Teams qu'on a l'habitude d'utiliser,
On va pouvoir ajouter des membres. Donc, très souvent, ces membres, la question qui m'est posée, c'est oui, mais moi, j'ai envie d'utiliser des membres qui ne sont pas forcément dans mon environnement. Je veux pouvoir collaborer dans une équipe Teams avec quelqu'un de l'extérieur. Eh bien, c'est possible dans Teams. Il suffit tout simplement de taper son adresse mail en entier. En tapant son adresse mail, il y a une petite fenêtre de connexion qui va apparaître ici, une petite fenêtre. Quand je vais cliquer dessus, l'utilisateur va être recherché en tant qu'externe et va pouvoir être ajouté à du Teams. En revanche, cela demande quelques paramétrages dans l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est fermé par défaut. On ne peut pas faire ça si le paramétrage n'est pas appliqué. Il faut tout d'abord que la possibilité d'ajouter de nouveaux externes soit activée. Si cette option n'est pas activée, vous n'allez pas pouvoir ajouter des externes. Et ensuite, dans Teams, il faut que les droits invités aient été autorisés aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 paramétrages à activer pour que ça fonctionne. Donc là, on a parlé des externes. Les externes, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, des personnes qui vont être enregistrées dans votre environnement et qu'on va pouvoir utiliser ultérieurement. On va pouvoir leur stocker de la donnée, des choses comme ça. On a aussi les accès dans les réunions. Les accès dans les réunions permettent d'utiliser tout type d'externes. On peut utiliser que ce soit des personnes invitées qui sont enregistrées dans mon environnement, des personnes internes, bien sûr. On peut ajouter des personnes externes, c'est-à-dire des personnes qui ont des comptes Skype, Teams, mais aussi des accès anonymes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas besoin de se connecter. Dans les réunions, on va tout simplement leur demander leur nom et ils pourront ainsi rejoindre la réunion. Et pour finir, dans le chat, la plupart des questions que j'ai sont par rapport au chat. Ce qu'il faut savoir dans le chat, c'est que l'accès externe est assez compliqué, mais pas impossible. Le chat demande tout d'abord que l'ensemble des tenants des environnements Office 365 puissent communiquer entre eux. C'est-à-dire que moi, mon environnement est ouvert vers l'extérieur et que je puisse inviter de nouveaux externes, mais aussi que l'environnement client, l'environnement prestataire, me permet aussi d'être invité. Dans ce cas, une communication va pouvoir être effectuée. Le cas échéant, si un des 2 environnements ferme cette connexion, la communication ne sera pas possible. La deuxième condition est que ce soit un compte Microsoft, donc Skype, Skype personnel ou Teams. Si ça ne répond pas à une de ces 3 conditions, vous ne pourrez pas communiquer avec les personnes. On a fait le tour. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour la démo, je vais utiliser un environnement de test que j'ai monté spécialement pour l'événement. Dans cet environnement, j'ai créé quelques équipes Teams. Je vais retrouver une conversation avec un autre compte de test, une conversation que j'ai fait avec un utilisateur externe. Donc, tout simplement, comme je vous l'ai montré, dans les équipes Teams, pour ajouter une personne, il me suffit de sélectionner « Ajouter un membre » et je vais pouvoir ajouter une personne. Donc ça, c'est une personne qui n'existe pas dans mon environnement. Du coup, l'environnement va rechercher cette personne. Office 365 va rechercher si cette personne existe. Il va trouver une correspondance, un domaine existant. Donc, il va me proposer de l'ajouter en invité. Et je vais pouvoir ajouter Silver en invité à mon équipe. Dans ce cas précis, Silver va recevoir un mail et il va pouvoir rejoindre notre équipe. On va faire un autre test où je vais m'inviter moi-même. Oups, les erreurs du direct. Voilà. Donc Silver a dû recevoir un mail. Je vais faire le même test avec mon compte que j'ai déjà invité pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors celui-ci, je suis déjà dedans. Je vais m'inviter dans celui-ci. Donc si une personne est déjà invitée, c'est-à-dire qu'elle existe déjà dans votre environnement, vous allez voir son nom directement s'afficher, voire même la photo qui a été récupérée. Et vous avez la notion invité qui vous dit que cette personne existe dans votre environnement, mais que ce n'est pas une personne de la société. En cliquant dessus et en faisant ajouter, même erreur, on va essayer, toujours pas, ce qu'on appelle les erreurs du direct. On va pas chercher plus longtemps. Donc Silver, lui, a reçu un mail et va pouvoir rejoindre notre environnement. Pour faire la même chose au niveau des réunions, je vais tout simplement aller dans le calendrier. Je vais créer une nouvelle réunion.
et je vais pouvoir ajouter directement la personne dedans. Dans ces utilisateurs, on est bien sur des accès anonymes, c'est-à-dire que toute personne peut rejoindre, que cette personne ait un compte Gmail, un compte Teams, un compte Yahoo, un compte Canel. Tout va fonctionner, il n'y a pas de souci avec ça. La personne, en se connectant, sera juste amenée à taper son nom pour pouvoir rejoindre la réunion. Donc là, je vais pouvoir ajouter un autre collègue. Hop. Donc là, de la même façon, on me demande si je veux l'inviter. Je fais inviter, il va recevoir la réunion directement. Pour rejoindre la réunion, il y aura un lien comme on vous a communiqué qui va permettre de rejoindre cette réunion en ligne directement. Hop. Je ne vais pas lui envoyer, sinon je vais le spammer. Pour les conversations. Hop, toujours pas. Pour les conversations, ça va se dérouler exactement de la même façon. Je vais pouvoir. Je fais le micro, si vous voulez bien. Tac. J'en étais où? À ma démo. Donc, pour une conversation, de la même façon, je vais pouvoir rechercher une personne en écrivant une nouvelle conversation et ajouter cette personne directement dans Teams. Ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, je l'ai déjà invitée. Donc, la notion d'invité, elle va apparaître ici. Et je vais pouvoir communiquer avec lui directement. S'il est devant son écran, il va pouvoir me répondre. Et dès qu'il m'aura répondu, son indicateur de présence va remonter directement ici. Donc voilà pour l'accès invité. Hop. Comment ça se passe derrière au niveau de votre environnement Office 365? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents paramètres que l'on peut activer sur les environnements qui vont vous permettre de gérer ce partage externe. Tout simplement, on va passer sur ces différents paramètres. Je vais vous dire s'ils sont activés ou pas de base. Ça vous permettra de vérifier sur vos environnements si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous ferai une démo en live après sur un environnement. Donc, dans un environnement Office 35, en se connectant sur la fenêtre de connexion, je vais pouvoir accéder au paramétrage qui me permet d'ajouter des nouveaux invités à mon organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je peux interdire les utilisateurs à inviter des personnes qui n'existaient pas auparavant dans mon organisation. En revanche, cela ne les empêche en aucun cas d'utiliser les invités qui existent déjà. Tout cela est bien sûr paramétrable dans les différentes applications. Je peux très bien dire à Teams, tu invites les invités, et à OneDrive et SharePoint, tu interdis les invités. Ce paramétrage est le paramétrage global qui va permettre de bloquer tout ajout externe dans l'ensemble d'Office 365, peu importe les autres paramétrages que vous appliquez dans du Teams ou dans du SharePoint. Ce paramétrage ne vous empêche cependant pas d'ajouter de nouveaux externes après l'avoir désactivé. Seulement, toutes les personnes ne pourront pas le faire. Il faudra qu'ils aient un nouveau rôle dans l'environnement Office 35 qui va leur permettre directement d'ajouter des externes dans la console de l'Azure Active Directory. Ce rôle, c'est le rôle inviteur d'invité. On peut retrouver ici. En anglais, c'est Guest Manager, il me semble. Et cette interface de l'Azure Active Directory va vous permettre de faire différentes petites choses, notamment de contrôler les connexions de l'utilisateur ou même voir à quel groupe il appartient. Hop, on parlera de cette slide après. Donc, pour refaire tout le chemin que je viens de faire sur la présentation, donc, comme je vous l'ai indiqué, le premier paramétrage est au niveau de la centrale de l'administration Office 365. Ce bouton-là, pour ceux qui n'y ont pas déjà accédé, cela nécessite d'avoir des rôles au moins d'administration générale. Donc, le paramétrage se situe dans Paramètres et tout.
et je vais avoir l'onglet paramètres ici. En cliquant dessus, je vais avoir un autre sous-menu qui s'appelle paramètres. Pour ceux qui ne connaissent pas cette interface, cela permet d'accéder aux différents paramétrages qui ne concernent pas forcément vos applications ou qui vont vous emmener vers d'anciennes interfaces d'administration. Pour Office 365 et notamment les gestions de partage, on va retrouver cette notion dans sécurité et confidentialité et dans partage. Donc, sur mon environnement, c'est activé. On a vu que j'ai pu le faire. Si vous désactivez cette option, plus personne ne pourra ajouter de nouveaux externes à votre organisation. Pour rappel, cela n'empêche pas de pouvoir ajouter des nouveaux externes si vous avez le rôle associé. Et pour cela, vous serez obligé de passer par l'Azure Active Directory. On va parler de l'Azure Active Directory, du coup, et des bonnes pratiques qui lui sont associées. Donc, pour accéder à l'Azure Active Directory, j'ai peut-être été un petit peu vite. Donc, il se situe dans les centres d'administration. C'est ce bouton-là. Vous accéderez à cette interface-là. Pour accéder à la gestion des utilisateurs internes à la société, je vais pouvoir cliquer sur « Utilisateurs » et afficher l'ensemble des utilisateurs internes à ma société. Donc, ici, je retrouve en fait toutes les personnes que j'ai invitées, donc moi qui étais déjà dans l'environnement et Silver que je viens d'ajouter. On peut retrouver la mention guest ici, qui signifie que c'est des personnes invitées. Si vous ne leur avez pas mis de photo, cette image par défaut indique que c'est des utilisateurs externes. Dans le cas d'utilisateurs internes, j'aurai directement ces initiales affichées ici. À noter au passage, les utilisateurs externes ne peuvent pas eux-mêmes mettre leurs photos. Si vous avez des utilisateurs Teams qui sont internes, vous pouvez mettre votre photo, ce qui rend la chose plus conviviale dans les interactions. Pour les externes, malheureusement, à ce jour, alors à moins que quelqu'un dans la discussion sache comment faire, mais on n'a jamais trouvé comment, il n'y a pas de moyen pour un extérieur de lui-même mettre sa propre photo. Il faut le savoir, cherchez pas, perdez pas de temps avec ça. Donc oui, merci Sébastien pour le supplément. Donc, cette interface, elle est hyper importante et je vous invite à aller y jeter un coup d'œil de temps en temps. Elle vous permettra de gérer vos utilisateurs externes. Donc là, je n'ai pas beaucoup d'utilisateurs dans mon environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe... il est où? Je l'ai perdu. Il existe un filtre, voilà ici, un filtre pour afficher uniquement les utilisateurs externes. En cliquant dessus et en faisant appliquer, je vais pouvoir afficher uniquement les externes. Et en cliquant sur le nom d'un utilisateur externe, je vais pouvoir accéder à différents paramètres le concernant. Donc, comme je vous l'ai montré sur les slides, vous allez pouvoir déjà retrouver l'ensemble des connexions de l'utilisateur en cliquant sur ce bouton. Vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des connexions de l'utilisateur sur votre environnement. Donc là, je peux voir que la personne a été connectée ou qu'elle a fait des clics sur mon environnement, que l'opération est réussie, le nom de l'utilisateur, l'ID de la requête, etc. si vous voulez chercher dans les logs. L'emplacement de la connexion, et c'est sûrement ça le plus important, son adresse IP de connexion, etc. etc. Si un jour vous avez un utilisateur sur lequel vous avez des doutes, vous vous dites non, je ne pense pas que ce soit lui qui s'est connecté, vérifiez cette interface. Si vous voyez ici la Russie ou la Chine, c'est qu'il y a sûrement eu un incident de sécurité sur votre environnement. Pour aller un petit peu plus loin, ces utilisateurs, on peut aussi leur attribuer des paramètres, des informations de contact ou des informations de travail. Excusez-moi, j'ai juste un problème, c'est que moi, mon centre d'administration, j'ai pas cette interface. Azure, j'ai Microsoft 365 centre d'administration avec un bandeau vert, mais j'ai jamais cette interface. Alors, c'est possible que vous n'ayez juste pas les droits pour gérer l'Azure Active Directory ou que ça a été fermé chez vous. Vous êtes administratrice du tenant? C'est peut-être simplement dans le centre d'administration il y a deux configurations possibles, peut-être. Normalement.
Oui, je t'écoute. Vas-y, Seb. Il y a Betty qui parle. Juste, je suis dans la même organisation que Stéphanie. Sur la gauche, quand tu es dans le centre d'administration, tu as affiché tout. Les 3 petits points avec marqué afficher tout. Et là, ça te déplie des options. Et moi, je vois bien l'Azure Active Directory sur notre centre Office 365. Tu peux remonter effectivement, un peu, Florian, ouais. Doucement. Donc, effectivement, sur mon écran, c'est pour ça. Ça marche. Je vais essayer de ralentir. Donc, effectivement, sur mon écran, il y a un bouton afficher tout ici. Quand je fais afficher tout, j'ai différentes choses qui s'affichent, dont l'Azure Active Directory tout en bas. S'il n'apparaît pas, vous avez tous les centres d'administration et vous allez sûrement pouvoir y accéder d'ici. OK là-dessus? OK, merci. Juste pour compléter, il faut bien comprendre que ce que vous allez voir dans l'Azure Active Directory est le reflet de ce que vous voyez aussi dans la section utilisateur. Juste, c'est plus complet et en même temps plus technique ce que vous allez voir dans l'Azure Active Directory. Parce que, sans rentrer dans le détail de comment est fait Office 365, il faut comprendre qu'il y a un composant technique qui vient de la partie Azure de Microsoft, qui s'appelle l'Azure Active Directory, qui existe. À vrai dire, dès que vous créez votre tenant Office 365, que vous le vouliez ou non, il y a toujours un Azure Active Directory, c'est lui qui gère vos utilisateurs. Et quand vous êtes dans la centrale d'admin, ils vous ont fait une interface un peu simplifiée dans la section utilisateur, qui est une version simplifiée des choses. Vous avez accès à cette partie Azure Active Directory où vous verrez qu'il y a un peu plus d'options. Si vous avez des bouts de licence supplémentaires, il y a d'autres licences telles que la licence EMS par exemple, où là vous pouvez vraiment faire des choses techniquement très poussées. Mais ça c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus technique. L'interface que vous avez dans la partie utilisateur, et d'Office 365, là, ce qu'on voyait tout à l'heure avec le gris sur le côté, c'est déjà ce qui vous sert à faire 90% des tâches du quotidien. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est pour aller un peu plus loin, justement, et bien comprendre les internes, les externes, etc. Et les comptabilités. Je te laisse reprendre la parole, Florian. Ça marche. Donc, pour revenir sur l'interface dont parle Sébastien, donc c'est sur ce centre d'Office 365, quand je clique sur Admin, j'arrive ici. Sur ce centre Office 365, j'ai aussi une section utilisateur invité. Effectivement. Cette section utilisateur invité va me permettre aussi de me remonter les invités et certaines informations un petit peu moins complètes ici. Donc, vous allez notamment avoir nom, prénom du contact, service, fonction, etc. Moi, j'ai pris pour habitude, dans les environnements où j'ai des invités, d'ajouter le nom de la société en service et d'ajouter la photo de la société ou le logo de la société en tant que photo. Ce qui permet en plus de savoir à quelle société on s'adresse tout de suite avec un externe. Bien que la plupart du temps, vous connaissez vos interlocuteurs. La centrale Azure Active Directory, elle, vous donnera d'autres paramétrages. Donc, effectivement, on va retrouver donc, toutes mes notions de poste, service, lieu d'utilisation, information sur le contact. Moi, je vais avoir tendance à conseiller aussi de modifier le gestionnaire ici. Donc, le gestionnaire, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Azure Active Directory, c'est ce qui va vous permettre de créer les organigrammes dans Teams. Donc, c'est ce qui vous permet de représenter votre structure. On va renseigner là-dedans le manager et par rebond, on va pouvoir constituer un organigramme entier. Dans le cas d'un externe, vous allez pouvoir lui mettre la personne qui s'occupe de cet externe, la personne qui est garant de cet externe dans la société. Ce qui vous permettra, dans les organigrammes, de sortir aussi les externes et de savoir qui manage quel externe. Pour aller un petit peu plus loin, quand vous irez sur le profil d'une personne extérieure, vous pourrez voir directement à qui cette personne est rattachée. Exemple, quand je vais travailler dans une organisation, si la personne veut m'ajouter en tant qu'externe, je lui conseillerais de m'ajouter aussi en tant que manager, ce qui me permettra, quand on recherchera mon nom, de tomber directement sur cette personne. Donc, vous pouvez aussi bien sûr sélectionner des coordonnées de contact, notamment tout ce qui est numéro de téléphone mobile et bureau. Ça permettra d'aider, notamment dans le cadre d'une connexion en double authentification. Le téléphone sera déjà pré-rempli et ils pourront recevoir les notifications sur le téléphone s'ils sélectionnent l'option à la connexion.
Pour terminer avec la gestion des externes dans l'Active Directory, donc je vous ai parlé qu'on pouvait aussi contrôler les ressources auxquelles ils avaient accès. Ici, vous avez une notion d'appartenance au groupe. Cette notion, vous la retrouvez bien sûr ici aussi. Vous allez retrouver les groupes auxquels il fait partie. En cliquant ici, vous allez aussi retrouver l'ensemble des groupes auxquels il est affecté directement. Et en cliquant sur le groupe, vous allez pouvoir ensuite avoir différentes petites notions. On peut aller très très loin par rebond sur ce type de fonctionnalité. Donc là, je vous ai parlé de la notion des utilisateurs dans l'Active Directory. Je vous ai parlé de comment les activer dans le paramétrage. Maintenant, il suffit de les activer aussi dans les applications. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Teams n'autorise plus les invités. Il faut que ce soit vraiment une volonté du paramétrage. Il faut que ça soit activé lors de l'ouverture d'un environnement. Ça peut être aussi activé a posteriori. Ça peut être activé a posteriori, bien sûr. Donc, dans l'interface Teams, donc, on va retrouver plein de paramétrages. On peut vraiment tout gérer dans Teams, jusqu'à l'utilisation des GIFs dans les messages. Le paramétrage qui nous importe aujourd'hui est dans les paramétrages à l'échelle de l'organisation ici. Je vais retrouver la notion de accès externe, accès invité. Donc, les accès externes, c'est quoi ? C'est tout simplement l'autorisation de pouvoir communiquer avec les utilisateurs Teams, Skype Entreprise et utilisateurs de Skype, donc le Skype grand public pour ceux qui l'utilisent. Ces paramétrages sont, eux, activés par défaut. Par défaut, Teams permet de communiquer avec des personnes externes, Teams, Skype Entreprise et Skype grand public. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être un petit peu moins permissif avec cette administration. La description ici explique tout ce que je vais vous dire maintenant. Vous pouvez ajouter un domaine ici en autorisé ou en bloqué. Quand vous commencez à ajouter des domaines autorisés, si j'ajoute ici sf2i.nc, vos utilisateurs ne pourront plus communiquer qu'avec sf2i.nc. Vous avez commencé à créer ce qu'on appelle une whitelist. Vous ne pouvez pas créer des domaines autorisés et des domaines bloqués, ou du moins ça sert à rien. À l'inverse, si vous ajoutez un domaine bloqué et que je mets ici sf2i.nc, vous ne pourrez plus communiquer avec le domaine sf2i.nc. Par contre, l'ensemble des autres domaines seront acceptés et vous pourrez continuer à communiquer avec les autres. Donc, tout ça, en fait, va définir votre stratégie de gouvernance des utilisateurs externes. Comment vous souhaitez les gérer et à quel niveau vous souhaitez bloquer ce paramètre. Il y a une question ? Je vais continuer. Donc là, j'ai ajouté un domaine bloqué directement, ce qui fait que je ne peux plus communiquer avec sf2i.nc. Par contre, l'ensemble des autres domaines seront acceptés. Ah, c'est dommage. Donc, tu as un peu de retour d'expérience sur dans quel cas tu as utilisé l'un. Soit c'est que du bloqué, soit c'est que du autorisé, grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir. Après, dans quel cas, sur le terrain, on utilise l'un plutôt que l'autre chez les clients? Alors, ça va vraiment dépendre des stratégies de gouvernance de l'entreprise. Soit on va avoir une stratégie qui est plutôt ouverte, et dans ce cas-là, on va peut-être bloquer uniquement les domaines de la concurrence, par exemple, pour éviter les fuites de données de mon entreprise. Ne pas faire confiance à ses employés sur ce domaine-là. On peut vraiment bloquer un domaine, donc on va en profiter directement, on va éviter la fuite de données. Et si un jour un employé vient vous voir en disant « je ne peux pas communiquer avec telle personne », vous allez pouvoir lui demander pourquoi. Il y aura peut-être une exception à effectuer, mais vous pourrez lui demander pourquoi et vous pourrez traiter ce domaine un peu sensible de partage avec la concurrence. À l'inverse, pour les domaines autorisés, c'est pour des entreprises qui ont une gouvernance beaucoup moins permissive, ou beaucoup plus restrictive du moins, qui ne souhaitent vraiment pas communiquer avec l'externe. Donc, j'en ai déjà eu en métropole, une entreprise qui souhaitait vraiment tout fermer. Donc là, on parle souvent d'organisation, de domaine grand public, qui ne souhaitent vraiment pas de fuite de données et que tout soit maîtrisé en interne. Dans ce cas-là, il y a souvent une politique qui est faite au niveau des externes, de les répertorier, de leur faire signer un papier comme quoi ils s'engagent à ne pas divulguer de l'information, etc.
Et ensuite, un compte leur sera alloué. On va leur créer un compte au sein de notre environnement. Dans ce cas-là, le tenant sera complètement bloqué ou on va ajouter seulement des whitelists pour certaines sociétés de grande confiance. Dans tous les autres cas… Juste, quand tu parles de création de compte… Je parle bien d'ajout Quand tu parles de création de compte, tu parles bien de création de compte externe. D'accord. C'est bien ça. Alors non, pour le rappeler, parce que je crois que tu ne l'as pas mentionné, les comptes externes, c'est gratuit. Tu n'essayes pas. Alors là, dans ce cas-là particulier, je parle bien de création de compte interne. Cette société ne traitait pas les externes en tant qu'externes. Si un externe peut être référencé, il était vraiment ajouté en interne. Et je vois sur quoi tu veux que je rebondisse, Sébastien. Donc, effectivement, dans les utilisateurs, quand je suis dans l'Azure AD, je peux ajouter un nouvel utilisateur invité ici si le rôle m'est attribué. Ce qu'on a vu dans les slides. Donc, il existe dans l'Azure AD différents rôles. Il me semble qu'on trouve aujourd'hui ces rôles sur les utilisateurs aussi. Quand j'ajoute un utilisateur actif, allez. Donc là, si j'ajoute un nouvel utilisateur. Quelles sont les configurations minimum que doit avoir l'invité pour accéder à un groupe dans notre Active Directory? Alors, qu'est-ce que vous entendez par configuration minimum? À savoir, est-ce qu'eux-mêmes doivent avoir la suite Office ou connexion Teams sur Internet peut suffire? Alors, ils n'ont ni besoin de l'un ni besoin de l'autre. Quand on invite quelqu'un en externe, il peut avoir n'importe quelle adresse mail. Donc, que ce soit un Gmail, que ce soit un Hotmail, que ce soit un Yahoo ou un Canel. En revanche, c'est la méthode de connexion qui sera différente. Dans le cas où c'est une personne qui a un compte Microsoft, tel que Hotmail, MSN, Live, ou même un compte Office 365 d'entreprise, on va lui demander de se connecter avec son compte, donc son identifiant et son mot de passe habituel. Dans le cas, en revanche, où il n'a pas un compte Microsoft, donc tel qu'un compte Gmail, par exemple, ou un compte d'une boîte mail tierce, telle que Canel ou Yahoo ou autre, on va lui demander de créer un mot de passe qui va permettre de se connecter à notre environnement. Donc, ça va lui créer un compte externe dans notre environnement avec un nouveau mot de passe. Ça, c'est quand il va recevoir l'invitation à entrer dans le groupe, enfin, en tant qu'invité. Exactement ça. Il y aura un email qui lui sera envoyé. Et en cliquant sur cet email, il va pouvoir accéder en fait directement à notre environnement par le biais d'un lien. Et cet environnement va lui demander une connexion avec son adresse mail qui a été répertoriée afin de stocker son mot de passe, en fait, d'avoir un nouveau mot de passe qui est rattaché à votre environnement. Et après, vous avez bien sûr la main en tant qu'administrateur sur ces mots de passe, donc vous pouvez pas les voir, bien sûr, mais vous pouvez les régénérer au cas où l'utilisateur ne peut plus se connecter ou qu'il a oublié son mot de passe. J'ai répondu à la question? Merci. Très bien. Du coup, j'en étais sur l'ajout des utilisateurs. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a un rôle particulier qui s'appelle inviteur d'invité, qui est ici, qui permet, une fois qu'on a bloqué la création d'externes dans notre environnement, de pouvoir ajouter des nouveaux externes. Donc là, j'ajoute un utilisateur qui s'appelle Bob Dupont. Donc, l'utilisateur sera ici et l'utilisateur pourra créer un nouvel utilisateur externe, donc il n'est pas disponible dans cette interface, il faut aller dans l'Azure AD. Il pourra créer un nouvel utilisateur invité et donc renseigner directement ses données, un petit message personnel, l'ajouter à des groupes. Il pourra autoriser ou non la connexion de l'utilisateur. On peut très bien commencer à provisionner des utilisateurs externes sans leur allouer le droit de connexion et leur donner à la volée quand ils en ont besoin. Et on peut leur donner des informations, des infos sur le travail. Donc moi, j'ai tendance assez souvent à mettre dans le service le nom de la société, comme je vous ai dit auparavant. Ce nouvel utilisateur, donc on parle bien d'invitation d'un utilisateur. L'idée, c'est d'inviter quelqu'un qui existe déjà, qui a déjà une adresse mail, etc. et qui va recevoir sur cette adresse mail l'ensemble de ses données. On ne va pas lui créer de boîte mail au sein de votre environnement. Il existera dans votre environnement uniquement dans l'Azure Active Directory en tant qu'invité.
Du coup, j'en étais sur le paramétrage Teams tout à l'heure, avant cette parenthèse. Donc, on a parlé de l'accès externe. Donc, l'accès externe sont bien des personnes qui n'existent pas dans l'Azure Active Directory. Pour l'accès invité, donc, il est bien sûr autorisé sur mon environnement. Par défaut, c'est ce paramètre qui est désactivé sur les environnements Office 365 et qui fait que vous ne pouvez pas utiliser d'invité dans les groupes. Une fois que vous avez autorisé l'accès invité, vous avez accès à différents paramétrages qui concernent les appels. Est-ce que les gens peuvent contacter directement par appel privé les personnes de votre environnement? Est-ce qu'on autorise tout ce qui est vidéo sur IP? Est-ce qu'on peut les autoriser à démarrer une réunion? Et d'autres paramétrages au niveau des messageries notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que les membres et les propriétaires peuvent supprimer leurs messages dans les canaux de messagerie. Est-ce qu'on autorise les invités à le faire? Est-ce qu'ils peuvent supprimer leurs propres messages? Est-ce qu'ils peuvent supprimer les conversations? Est-ce qu'ils peuvent utiliser les Gliffy, etc., etc. Le paramétrage est assez poussé dans Teams et vous permet de faire pas mal de petites choses. Donc là, on a parlé de l'accès externe, l'accès invité. On a parlé de 3 niveaux d'accès tout à l'heure. Il en reste un qui est les utilisateurs anonymes. Donc, les utilisateurs anonymes vont se retrouver, eux, dans le paramétrage de réunion, paramètres de la réunion. Et vous allez retrouver en fait différentes choses par rapport au paramétrage de réunion. Donc, déjà, est-ce que j'autorise les utilisateurs anonymes à participer à une réunion ou pas? Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'un utilisateur anonyme? C'est une personne qui pourra accéder à votre lien et pourra accéder à la réunion sans vraiment se connecter. Il aura tout simplement besoin de taper son nom dans une zone de texte et pourra rejoindre la formation, de pouvoir rejoindre la réunion. Bien sûr, il patientera dans une salle d'attente. Donc, c'est la même salle dans laquelle vous avez patienté en arrivant dans la réunion. Et là, une personne qui fait déjà partie de la réunion pourra vous autoriser à rentrer. Pour ceux qui ne connaissent pas le paramétrage de réunion, il est aussi très, très important de remplir ces notions-là. Donc, les mentions légales sur votre société, une URL d'aide, pourquoi pas, pour accéder à Office 365. Donc, ici, on peut très bien mettre un document qui va vous permettre d'expliquer comment accéder à une réunion Teams, même si c'est assez intuitif. Un pied de page avec des informations sur votre société, un logo de société, on peut remplir toutes ces choses directement ici. Excusez-moi, oui. J'ai juste un souci sur l'invitation. C'est que pour avoir tenté la chose, est-ce que la personne doit être intégrée dans un groupe? Parce que j'ai essayé d'inviter des gens en externe, mais la difficulté, c'est que eux, ils n'arrivent pas à se connecter. Ils reçoivent un lien et c'est comme si il fallait qu'on les inscrive déjà dans un groupe ou une équipe ou une réunion pour qu'ils puissent se connecter. Est-ce que c'est correct? Alors, pour les réunions ou pour les équipes Teams? Pour le chat, par exemple. D'accord. Donc, pour le chat, c'est un petit peu différent. Alors, il faut vraiment que la personne ait un accès Teams ou un accès Skype pour pouvoir y accéder de base. Sinon, ok. Donc, c'était pour ça que je vous posais la configuration minimum. C'est ça. Des externes. Voilà. Donc, on parle vraiment du chat. Hein. Pour tout ce qui est réunion et équipe, il n'y a pas besoin. Dans le cas du chat, il y a 3 niveaux d'autorisation. Soit c'est une personne invitée. Donc, une personne invitée est quelqu'un qui a déjà été invité en tant qu'externe dans mon environnement. Donc, elle a déjà un compte pour y accéder et donc, elle pourra chatter avec moi. Oui, mais le problème, justement, cette personne, c'est qu'elle reçoit bien une invitation, mais après, elle ouvre et elle dit cette fonctionnalité n'est pas activée ou indisponible. C'est le problème qu'on a. Alors, est-ce que cette personne en face a du Office 365 ou du Skype? Oui. Alors, c'est possible que sur son environnement, ça soit fermé à un certain niveau, ce qui fait qu'elle ne pourra pas communiquer avec vous. Donc, il faut vraiment que dans les deux sens, le même paramétrage ait été affecté. Dans le cas d'un compte Google, on n'a pas ce problème, par exemple, parce que la personne n'est pas régie par son entreprise. Elle accède à votre environnement par un compte externe et il n'y a pas de notion de communication entre les deux, ce qui fait que ça va fonctionner. Dans le cas où c'est une personne qui a du Skype ou du Teams, il faut que son entreprise lui autorise à communiquer avec l'externe.
Non, je parle vraiment mais je parle vraiment d'un compte externe. Je prends un exemple de mon compte Gmail perso, et quand j'essaye par Internet d'aller me connecter, euh, il est impossible que j'arrive à rentrer dans une communication. Donc justement, c'est pour ça que je voulais votre expérience, parce que... Alors, j'ai eu le souci récemment avec un navigateur Firefox qui bloquait l'authentification et donc qui faisait en sorte que la connexion n'était pas possible. Est-ce que c'est votre cas? Non, je suis sur du Chrome. D'accord. Ok, Voilà. donc c'est censé marcher. Et ben, ce que je vous propose, c'est on peut en discuter après le webinaire si vous le souhaitez. Pas de problème. On pourra essayer de voir d'où ça vient. Merci. Du coup, je vais reprendre le webinaire. Donc, on est sur un cas un peu spécial qui ne fonctionne pas. Donc, il faut creuser dans ce cas-là. Donc, moi, je vous ai parlé des paramètres de réunion. Donc, on a beaucoup parlé de Teams, de l'activation dans Teams. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mêmes paramétrages sont actifs dans SharePoint et OneDrive, pour ceux qui l'utilisent. En espérant que la centrale d'administration marche cet après-midi. Donc, on va retrouver ces paramétrages dans Paramètres. Et ce n'est pas Paramètres. Partage, tu es où? Stratégie. Donc, ça va être dans les stratégies Partage. Et on va retrouver cette même notion, en fait, dans SharePoint et OneDrive. On va pouvoir retrouver les droits que l'on a affectés sur le partage en SharePoint et le partage en OneDrive. Attention, dans le sens où si vous avez laissé la gestion des invités ouverte sur Office 365, les gens pourront créer des liens qui sont accessibles à tout le monde, des liens de partage que l'on peut utiliser avec tout le monde et qui ne demandent pas de connexion. C'est le même principe que l'utilisation anonyme dans les réunions. Dans la plupart des sociétés, on a tendance à baisser un petit peu le niveau et à être ici, qui demande à une personne qui veut accéder à du SharePoint ou du OneDrive d'être connectée pour accéder aux ressources. Les différents paramétrages sont exactement les mêmes. Soit on fait en sorte que c'est des invités nouveaux et existants. Donc, invités nouveaux, des personnes qui n'existent pas dans mon environnement et que je vais pouvoir inviter directement dans mon environnement Office 365 et que je pourrais utiliser ensuite. On peut très bien baisser le niveau à utilisateurs existants, ce qui fait que mes utilisateurs depuis SharePoint ou depuis OneDrive ne peuvent pas créer de nouveaux invités. On va augmenter la restriction. Pour aller plus loin, on peut même tout bloquer et faire en sorte que seules des personnes de mon organisation aient accès. Tout ça se fait au niveau de la connexion. C'est-à-dire que la personne qui va se connecter, si elle est invitée et qu'elle existe dans votre environnement, elle pourra se connecter. Si on bloque à ce paramétrage-là, seules les personnes qui vont se connecter avec un compte de votre environnement pourront accéder aux documents. Donc voilà, on est passé sur les différents paramétrages qui existent dans Teams, dans SharePoint et dans Office 365 permettant de gérer les personnes externes. Florian, juste, quand on crée les Teams, les équipes, par défaut, elles ne sont pas forcément ouvertes aux extérieurs et il y a une manipulation à faire dans la centrale admin SharePoint et je ne crois pas que tu l'aies montré celle-ci. Alors, si on l'a activé dans Teams, par défaut, elles sont ouvertes à l'extérieur. Il est possible de le faire à l'extérieur. D'accord, par défaut. En revanche, mais si tu veux pouvoir gérer par équipe, quelle équipe est ouverte à l'extérieur, quelle équipe l'est pas, ça se gère dans la centrale admin SharePoint. C'est ça. En fait, on pourra le fermer. Attention, parce que par défaut, il est ouvert. Hein. On pourra le fermer au niveau des équipes SharePoint. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Teams, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez un espace Teams, un site SharePoint est ouvert derrière. Donc, un site SharePoint sera ouvert pour toute la gestion documentaire. C'est lui qui va porter toute la centrale de documentation. Et bien sûr, il est possible, sur les espaces SharePoint, de façon unitaire, de modifier le partage. Ce partage va dépendre du partage global que l'on a appliqué. Si on a appliqué uniquement les membres de mon organisation, effectivement, les invités ne pourront pas y accéder. Et on va pouvoir le gérer ici. On va pouvoir être un petit peu plus permissif ou un peu plus restrictif en fonction des espaces. Exemple, si j'ai un espace qui est très, très confidentiel, on ne veut absolument pas que des personnes
externes puissent accéder à cet espace SharePoint, je vais pouvoir dire uniquement les membres de mon organisation ont le droit d'y accéder. Si j'invite quelqu'un dans mon Teams, il n'aura pas accès à ce SharePoint, il n'aura pas accès aux documents SharePoint. Il aura toujours accès au chat et ces choses-là, il n'aura seulement pas accès aux documents qui sont contenus dans le SharePoint. Ni au document, ni à l'onglet discussion. Il n'a pas accès à l'onglet discussion aussi? Non. Ça gère la sécurité de tout ton Teams derrière, on va dire. D'accord. Donc, du coup, pour cette partie, c'est bon. Donc, comme je vous l'ai indiqué, donc on a différents paramétrages. C'est juste une slide pour le réédit. Donc, on a un niveau qui est de plus en plus ouvert en fonction de ce qu'on veut faire dans Teams. Soit on est dans les équipes et du coup, c'est seulement des accès invités, des personnes qui sont nommées dans mon environnement. Soit on est dans le chat et dans ce cas-là, on est sur des accès externes et bien sûr les accès invités. On peut discuter avec des personnes qui sont enregistrées dans l'environnement, plus des personnes qui sont sur Teams ou sur Skype. Et dans le cas d'une réunion, on accepte bien sûr les invités et les externes, mais on a aussi les accès anonymes qui s'appliquent. Donc, plus on arrive dans ce cadre-là, plus on va pouvoir être permissif. Au niveau bonne pratique, souvent on me demande comment je peux inviter une personne externe à la réunion d'équipe que j'ai. Souvent dans ce cadre-là, c'est tout simplement des personnes qui, pas celui-là, des personnes qui vont discuter dans Teams, donc qui vont être ici. Donc là, on a vu que Silver m'a répondu, il a bien accès au lien et il peut bien accéder au chat avec moi. Dans le cas d'une discussion, souvent les gens font des réunions en cliquant sur ces deux boutons-là. Je l'appelle directement ou je fais un appel audio. Quand ils veulent plus de personnes, ils ajoutent plus de personnes, mais ils n'arrivent pas à contacter les personnes externes. C'est normal, tout simplement parce que ce n'est pas la bonne manière de faire. Cette manière de faire-là permet de faire des appels en une personne vs une personne. Si je veux inviter d'autres personnes, créer une réunion plus ouverte, on va faire comme on a fait aujourd'hui pour le webinar. On va venir créer une réunion dans le calendrier avec un lien. Donc, hop, test. Ici, je vais inviter un interne. Donc, on va venir créer une réunion avec un lien. Soit je vais venir ajouter toutes les personnes unitairement ici, soit je vais récupérer ce lien et je vais pouvoir le communiquer au plus grand nombre pour qu'un nombre maximum de personnes puissent rejoindre ma réunion. Les réunions sont limitées à 250 personnes maximum. Donc, vous avez jusqu'à 250 personnes. Hier, j'ai fait une réunion avec un peu plus de 50 personnes dans une réunion. Si vous avez besoin de créer une réunion avec un petit peu plus de monde, donc vous avez besoin encore plus de l'ouvrir à l'externe, il existe les événements en direct que l'on peut créer. On ne va pas en parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est disponible et que ça va jusqu'à 10 000 personnes. Juste sur les événements en direct, j'en avais parlé rapidement la dernière fois. Là, ce qu'on utilise là, par exemple aujourd'hui, c'est une réunion ouverte à des extérieurs. C'est vraiment ce que tu viens de présenter. Si vous voulez faire des événements en direct, vous allez voir que ça permet de le faire avec une très très large audience. Par défaut, la limite c'est 250. Pour les événements en direct, c'est 10 000 personnes. Donc, genre, si vous voulez faire vraiment... l'événement direct, c'est jusqu'à 10 000 personnes. Donc, si vous voulez faire quelque chose de très large, c'est ça. Par contre, là, vous voyez, par exemple, on est capable de discuter directement. Sur un événement direct, vous ne serez pas en capacité, il y a celui qui parle et celui qui parle, quoi, je veux dire, ou celle qui parle. Mais on ne peut pas avoir de dialogue directement. C'est la limite, l'une des limitations. Vous allez vous rendre compte qu'entre le moment où, si vous faites un petit essai, entre le moment où vous parlez et le moment où les gens reçoivent l'information, il peut y avoir un décalage de 20 secondes. D'accord? Alors, c'est fluide. Si c'est juste un discours, par exemple, je ne sais pas, vous avez un discours un peu comme un discours de la direction envers l'ensemble des employés, par exemple. Dans ce cas-là, c'est pas gênant, parce qu'à vrai dire, entre le moment, les gens ne se rendent pas compte, parce que juste il y a 20 secondes de décalage dans la retransmission. Mais si vous voulez avoir des dialogues comme on l'a aujourd'hui, ça ira pas. Si vous voulez avoir des dialogues, c'est les réunions telles qu'on les fait aujourd'hui, qui sont l'option par défaut, et là, la limite, c'est 250 personnes. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça marche, merci. Il n'y a pas de souci. Il y a des questions sur cette partie? Est-ce qu'on arrive à la conclusion avec les 2-3 petites bonnes pratiques et les moyens de gérer?
On va avoir toute une phase de questions-réponses après, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui gardent leurs questions de côté, il n'y a pas de problème pour les dire après. Ok, on est parti sur la partie conclusion. Donc, du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'il existe de multiples façons de gérer les externes dans Office 365. Donc, j'en ai pris un petit peu 3 exemples que l'on peut avoir en entreprise qu'on va retrouver assez souvent. Donc, ces questions, ça va être, comme on en a discuté tout à l'heure, le très restrictif. Tout est bloqué et j'ai besoin de l'IT pour ajouter un externe. Cette notion-là est possible. On a quand même tendance à mettre des gros points d'attention dessus. Aujourd'hui, on est sur des outils qui sont assez simples d'utilisation, qui permettent de faire beaucoup de choses. Faire attention à ne pas être trop restrictif. Et si vous êtes restrictif, pensez à ajouter des solutions qui vont permettre aux utilisateurs de contourner le problème, tout en étant contrôlés. Du coup, j'ai tendance à proposer la solution du milieu, qui est la solution contrôlée. On va avoir tendance à fermer l'environnement et on va ajouter beaucoup de self-service. On va proposer aux utilisateurs, par exemple, si je veux fermer mon environnement, souvent on a tendance à fermer les équipes, fermer le partage externe. Quand je veux faire ça, il faut absolument que le self-service soit mis en place, c'est-à-dire qu'on offre aux gens, par le biais d'un formulaire, par exemple, et de l'automatisation en PowerShell, de créer des équipes de façon contrôlée, en respectant une règle de nommage, etc. Julien l'a pas ouvert. De la même façon, je vais pouvoir gérer les externes. Donc, tout simplement, on va attribuer à un compte de service le fait de pouvoir ajouter des externes et proposer un formulaire qui va permettre de façon contrôlée d'ajouter un externe et de rentrer, par exemple, tous les éléments qui lui sont associés. On va pouvoir proposer une photo, donc on va sélectionner la société, avoir un logo directement de renseigné. On va avoir le service de renseigné avec le nom de la société, les coordonnées de la personne, son numéro de téléphone, toutes ces choses-là. Ce qui permet de contrôler la gestion d'externe et d'avoir toujours quelque chose de propre au niveau de l'Azure Active Directory. Et après, bien sûr, on a la possibilité de laisser tout ouvert, ce qui n'est pas une mauvaise pratique. On peut bien sûr laisser tout ouvert. En revanche, cela demande quand même d'avoir un petit peu de monitoring. Donc, de faire attention à ce qui se passe. Ce monitoring, il peut être manuel. On peut aller à intervalles réguliers, vérifier mon environnement, vérifier les externes, vérifier combien il y en a eu de nouveaux d'ajoutés, ajouter des informations sur ces externes, etc. De la même façon, on va retrouver ça au niveau de la gestion des équipes dans Office 365. On va aller vérifier les équipes qui sont créées, on va modifier leur nom, on va vérifier s'il n'y a pas de doublons et si elles sont toujours utilisées. Donc, tout ça, c'est disponible. Il existe plein de moyens de gérer. Faites attention dans le cas dans lequel vous êtes de ne pas arriver non plus dans de l'hyper restrictif ou de l'hyper ouvert. Surtout le hyper restrictif, il faut faire attention à 2 choses. C'est que en étant hyper restrictif, vous allez augmenter l'utilisation du Shadow IT. Donc, le Shadow IT, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les applications qui sont utilisées en dehors des applications qui sont poussées par la direction. Pourquoi il y a du Shadow IT? Tout simplement parce qu'on arrive dans des systèmes de système D où les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire, donc ils vont aller chercher des outils gratuits qui permettent de le faire. Le problème de ça, c'est tout simplement la sécurisation des données. Quand j'entends aujourd'hui des sociétés qui communiquent des documents par Messenger, ça me donne quelques frissons. Et ensuite, faire attention, bien sûr, à cette notion de file d'attente. C'est elle qui provoque le Shadow IT la plupart du temps. C'est bien sympa de fermer, de vouloir tout contrôler au niveau des directions pour faire attention, pour augmenter la sécurité. En revanche, si vous avez besoin de 72 heures pour créer une équipe Teams ou ajouter une personne externe à une équipe Teams, les utilisateurs ne l'utiliseront tout simplement pas. Ils vont trouver d'autres solutions. Donc voilà pour moi. J'arrive à la partie questions.